Voilà, donc je commencerai ma présentation en vous montrant le document le plus ancien qui nous montre la ville close de Morlaix, qui est datée de 1634 et qui est due à un voyageur qui s'appelle Dubuisson au Bonnet, qui a voyagé dans la Bretagne et qui nous a laissé ce schéma, qui est un schéma extrêmement intéressant, puisqu'il nous montre la ville close donc à peu près au milieu du XVIIe siècle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui encore, on identifie facilement la ville d'aujourd'hui par rapport à ce schéma. On a ici la Grande Rue, qui est ici, la rue du Mur, anciennement rue des Nobles, qui est ici, la place des Halles. Malheureusement, les Halles n'existent plus, ni l'îlot qui se trouve ici, qui a été rasé sous Napoléon III, le château, qui a disparu également, et puis la collégiale Notre-Dame du Mur, qui a été vendue à la Révolution, dont on a détruit la nef pour en faire une carrière de pierre, et dont le clocher s'est effondré, et dont il ne reste plus que quelques ruines actuellement sur place. Alors cette maison, cette ville au XVIIe siècle était à peu près telle qu'on la voit sur ce schéma. Rien n'avait changé à cette époque-là, et on peut dire qu'elle était occupée à peu près à, peut-être pas à 100%, mais au moins à 95% par des nobles, qu'on appelle des nobles marchands, et qui vont être ces nobles qui vont construire les fameuses maisons à pont d'allée qui font l'objet de cette conférence. Alors, comment je le sais? Eh bien, tout simplement parce que j'ai épluché les registres de la réformation du domaine royal qui ont été faits sous Louis XIV, à la fin du XVIIe siècle, et dans ces registres, on donne évidemment les noms des propriétaires, et les noms des propriétaires, ce sont tous des noms de nobles. Des petits nobles, de Léon ou du Trégor, qui habitaient dans une proximité d'environ une trentaine de kilomètres autour de la ville. Alors cette ville, avec ses maisons, va rester à peu près dans cet état jusqu'au XIXe siècle, et c'est seulement dans la seconde partie du XIXe siècle que la ville va connaître des grandes transformations, et ces grandes transformations sont évidemment extrêmement dommageables, comme on va le voir, pour le patrimoine morlaisien et pour les maisons de ces nobles marchands, puisque, comme je l'ai dit, la quasi-totalité de la ville était occupée par les nobles marchands et donc par des maisons à pont d'allée qui se trouvaient à l'intérieur. Alors à cette ville close, il faut ajouter les deux faubourgs qui se sont constitués dès l'origine de la ville, à savoir Saint-Molène et Saint-Mathieu, qui appartenaient également à ces petits nobles. Alors je tiens à souligner que c'est quand même une particularité de cette ville, que cette occupation quasi totale de la ville par une petite noblesse, et je vais expliquer pourquoi. Ce n'est absolument pas le cas dans d'autres villes, et en particulier à Rennes, où il y a une mixité, je dirais, de population qui occupe le centre-ville historique, à savoir évidemment, là également, une partie de nobles, mais également une partie de notables, de petits bourgeois, et également des religieux qui sont très nombreux, puisqu'on estime qu'au XVIIe siècle, environ 14% de l'habitat rennais appartenait à des congrégations religieuses d'une manière générale. Alors on a donc jusqu'au XIXe siècle cet habitat qui est assez connu par les nombreuses gravures qui ont été faites à cette époque-là, et aujourd'hui on pourrait quasiment reconstituer le centre-ville historique avec des images de synthèse à partir de ces gravures, parce que pratiquement toutes les rues du centre-ville sont représentées par ces gravures. Alors les voilà, ici on est rue des Nobles, c'est-à-dire rue du Mur, et la maison de la Raynade est celle que vous apercevez ici. Évidemment, aujourd'hui, elle est toute seule sur la place, mais il y avait des maisons à pont d'allée également à côté, et également en face, qui malheureusement, aujourd'hui, ont disparu. Alors, comment s'est constitué ce groupe particulier de nobles marchands? Eh bien, ce groupe particulier de nobles marchands trouve ses origines en réalité dans la guerre de Cent Ans. Vous savez que la guerre de Cent Ans, comme son nom l'indique, va durer très très longtemps. En 1399, le duc Jean IV décède et son fils, le duc Jean V, lui succède. Et le duc Jean V va avoir une position
différente de ses prédécesseurs en cherchant une politique de neutralité avec les Français et avec les Anglais. Alors cette politique de neutralité va avoir des conséquences qui vont être extrêmement importantes pour la Bretagne et en particulier pour la ville de Morlaix. D'une part, parce que la période de paix ou de semi-paix retrouvée va permettre à l'économie de redémarrer. Or, vous le savez, en temps de guerre, les problèmes sont compliqués. Et puis, l'autre conséquence immédiate que cela va avoir, c'est qu'un certain nombre de nobles qui ont participé à la guerre de 100 ans ont été ruinés, en réalité, par cette guerre. Et le duc Jean V va prendre un arrêté pour les autoriser à faire du commerce. Alors c'est un choix qui va être extrêmement important, puisque ces nobles qui vont pouvoir faire du commerce vont pouvoir évidemment par ce biais-là se réargenter, retrouver une certaine aisance économique, mais pour autant ils ne vont pas perdre définitivement leur titre de noblesse. C'est ce qu'on appelle en Bretagne la noblesse suspendue. C'est-à-dire que pendant le temps où ils vont faire du commerce, ils ne pourront plus prétendre à leur titre noble et aux privilèges qui y sont liés, à savoir l'exemption d'impôts en particulier, mais ils vont pouvoir, le jour où ils vont décider d'arrêter de faire du commerce, retrouver tous leurs privilèges nobles et reprendre leur vie comme c'était auparavant. Alors cette petite noblesse qui est ruinée, ou quasi ruinée par la guerre de 100 ans, à Morlaix va en particulier se lancer dans le commerce international et en particulier se lancer dans le commerce des toiles, avec les fameuses toiles créées du Léon, dont vous avez la représentation sur cette carte. Alors c'est vrai que les Morlaisiens, j'allais dire, ont bien joué dans cette opération, car ils étaient en concurrence avec Landerneau de l'autre côté. Mais c'est Morlaix qui, à cette époque-là, à partir du milieu du XVe siècle, va avoir la précédence et va développer un commerce international beaucoup plus important que l'an dernier. Alors ce commerce international va se faire évidemment avec l'Angleterre dès que cela sera possible, à partir de la fin du XVe siècle, mais également avec toute l'Europe du Nord, à savoir les Pays-Bas de l'époque, l'Allemagne, la Pologne, la Norvège, et puis au sud avec le Portugal et l'Espagne. Donc un commerce très très important qui va permettre à ces petits nobles qui étaient ruinés de s'enrichir dans un laps de temps extrêmement court. Et cette richesse va se traduire par la construction d'un nouveau type d'habitat. Alors vous allez me dire, pourquoi un nouveau type d'habitat? Ils auraient pu faire des maisons comme tout un chacun. Eh bien, parce que justement, ils vont vouloir montrer que ce ne sont pas des commerçants comme les autres. Ils vont former une corporation où il n'y aura que des nobles marchands qui vont se trouver à l'intérieur de cette corporation. Il n'y a pas de bourgeois au sens où on l'entend, il n'y a que des gens tous issus d'une origine noble, de proximité. Et donc pour se différencier évidemment dans d'autres villes de gens qui vont faire également du commerce d'étoiles mais qui ne sont pas d'origine noble, ils vont créer un modèle spécifique de maison qui est en fait un modèle urbain qui correspond à leur manoir rural. Et c'est pour ça qu'à l'intérieur de ces maisons, on retrouve des similitudes avec les manoirs ruraux qui sont tout autour de Morlaix. Et en particulier, vous le savez, ces très grandes cheminées qui sont des cheminées de manoirs, mais également la recherche d'un grand espace convivial qui correspond à la salle manoriale telle qu'elle a été conçue à partir du Haut Moyen-Âge. Alors ce commerce va très très bien fonctionner. Pourquoi très très bien fonctionner? Parce que on voit qu'au fur et à mesure que ce commerce progresse, eh bien, les constructions à l'intérieur de la ville vont également se développer en parallèle. Alors je vous ai mis quelques-uns de ces manoirs qui existent encore aujourd'hui. Malheureusement, beaucoup ont disparu ou ont été transformés, mais il y en a encore quelques-uns où en tout cas, où au moins les noms sont évocateurs. Et j'ai commencé évidemment par celui de Pédandru. Pourquoi celui-là? Bien parce que c'est dans ce manoir qu'est décédé
le Borlésien le plus célèbre de l'époque, le fameux Nicolas Quaterlem, où il est décédé en 1518 dans ce manoir. Voilà un autre, celui de la Nidie, qui appartenait à également une famille très connue à l'époque, la famille Calouette, et dont l'un des membres qui sera évêque habitera dans ce manoir. La famille de Kersagili, également une très très grande famille connue, et qu'on trouve notamment dans les registres de la Révolution, puisqu'ils ont été saisis évidemment à ce moment-là, et ils possédaient à Morlaix de nombreuses propriétés. Je ne pourrais pas vous dire exactement combien, mais il y avait de nombreuses propriétés. Le nom de Kersagili apparaît à la Révolution de façon très récurrente. Alors, et puis, je vous ai mis le manoir de la famille Roland, qui est également une très grande famille, qui va être très prospère pendant cette période d'activité du commerce, et dont il reste ce manoir qui a été en partie modifié au XIXe siècle. Donc voilà, l'origine, ce sont ces nobles qui sont plus ou moins ruinés après la guerre de Cent Ans, qui ont des manoirs autour de Morlaix et qui vont se regrouper dans le centre de la ville pour former une coopération. Alors je l'ai dit, ils vont se lancer dans le commerce international, et donc pour faire du commerce international, on utilise évidemment à cette époque-là, de préférence, les voies maritimes, que ce soit par la mer ou que ce soit des voies fluviales. Pourquoi ? Eh bien, parce que par la terre, c'est plus risqué, c'est plus dangereux, c'est plus long, et c'est souvent pas possible pendant une partie de l'année, car les routes sont en mauvais état, et que donc les chemins boueux ne permettent pas de faire des transports. Donc ça présente beaucoup d'inconvénients par rapport aux voies maritimes. Et puis Morlaix est évidemment un port, donc le débouché naturel vers les pays du nord de l'Europe et du sud de l'Europe était tout à fait évident. Alors voilà une deuxième vue qui vous montre, qui vous rappelle ce port. Alors, le port de Morlaix a néanmoins une particularité qui explique également ce choix de créer ces fameuses maisons à pont d'allée. C'est que si le port est utilisable par des embarcations, ces embarcations ne peuvent être, surtout à l'époque, que de petit tonnage. De nombreux textes que l'on a nous l'indiquent. Pourquoi des bateaux simplement de petit tonnage ? Eh bien tout simplement parce que vous le savez, à marée basse, la rivière est quasiment à sec, il reste 10 cm d'eau en pleine marée basse, et que donc les navires de gros tonnage ne peuvent pas, n'ont jamais pu remonter jusqu'à la ville. Ils sont donc obligés d'ancrer dans l'estuaire, et donc le problème de la communication entre l'estuaire et la ville va se poser, et donc les Morlaisiens vont comprendre que c'est un handicap par rapport notamment à d'autres ports, à l'étranger, mais également en Bretagne, je pense à Nantes en particulier, le fait que les bateaux d'un certain tonnage ne puissent pas arriver jusqu'au port pose évidemment un problème tout à fait évident. Alors ils vont trouver une solution qui va leur suggérer évidemment la création de ces maisons extraordinaires, puisque un certain nombre de bateaux et donc d'occupants de ces bateaux ne peuvent pas venir jusqu'au port de Morlaix, eh bien, ils vont inventer des maisons où ils vont pouvoir les recevoir, puisque ce que je viens de dire indique que les transactions ne pouvaient pas être rapides. Il fallait au moins 2 jours, le temps d'attendre que la marée remonte, qu'on puisse les ramener à leur bateau dans la baie de Morlaix. Il se passait évidemment un certain laps de temps. Et donc, comme conséquence, ils vont envisager tout à fait logiquement de loger ces marchands étrangers qui viennent commercer à Morlaix sur place. Et donc, pour les loger, ils vont penser, à juste titre, qu'il faut développer un habitat qui montre que la marchandise qu'ils vendent est de bonne qualité, et donc un habitat richement décoré et qui va rassurer, évidemment, les acheteurs étrangers qui viennent à Morlaix pour acheter des toiles et d'autres marchandises, mais également avec de la monnaie sonnante et trébuchante, puisqu'on ne veut pas les laisser repartir avec la marchandise sans qu'ils aient payé. Donc voilà, donc on va inventer une espèce de lieu de vie tout à fait particulier qui correspond au statut de ces gens, ces petits nobles qui font du commerce et qui en même temps est extrêmement rassurant
par rapport aux acheteurs étrangers qui viennent, comme je l'ai dit, parfois d'extrêmement loin du nord de l'Europe. Et ce système va fonctionner à merveille. Et on voit, à partir des années 1450 jusqu'à la fin du XVIe siècle, une progression dans la grandeur des maisons à pont d'allée qu'ils vont construire. Et on voit en parallèle, ce qui est un signe qui ne trompe jamais, que les dons qui sont donnés aux communautés religieuses de Morlaix vont en augmentant. Ce n'est pas un hasard si les deux grandes églises de Morlaix, celle de Saint-Molène et celle de Saint-Mathieu, ont été construites pendant le XVIe siècle. Et vous savez que quand le commerce va commencer à baisser à Morlaix à partir du XVIIe siècle, eh bien, les dons seront beaucoup moins nombreux et donc il n'y aura plus de grandes constructions religieuses. Et j'évoque ces deux églises, mais je pourrais évoquer évidemment les couvents, puisque beaucoup d'argent ont été donnés à ces époques-là pour rénover et agrandir les couvents qui se trouvaient dans la ville de Morlaix. Alors voilà donc ces images de vasières, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler, et qui expliquent évidemment que les bateaux de gros tonnage ne pouvaient pas remonter jusqu'au port de Morlaix. Alors, le fait que ces nobles marchands ont leur noblesse suspendue va se traduire de différentes façons. Et la façon la plus visible est évidemment qu'ils vont graver sur leur maison des écus, mais des écus qui ne sont pas gravés, qui sont restés lisses en réalité. Comme vous le voyez ici, maison de la Rédade, on a un écu qui n'est pas gravé, qui a toujours été lisse. Et des écus, on en trouve un certain nombre à l'extérieur, mais également à l'intérieur des maisons. Donc, on avait pensé à un moment donné qu'effectivement que ces écus avaient été peints ou gravés et qu'ils avaient été bûchés à la Révolution. Eh bien non, ces écus n'ont jamais été peints. Sauf tardivement, certains nobles qui ont recouvré leur statut et leurs privilèges nobles en arrêtant le commerce vont graver certains de ces écus tardivement. Mais il y a quelques exemples, mais qui restent extrêmement limités. Alors je vous en ai mis deux à l'extérieur. Voilà, celui-là, il est rubasse. Donc vous le voyez, un écu qui n'a jamais été gravé, mais il y en a également beaucoup à l'intérieur. Vous les voyez ici, un écu, cette espèce d'angelot qui tient un écu, on voit bien qu'il n'a jamais été peint, qu'il n'a jamais été gravé. Et il en existe de nombreux à l'intérieur de ces maisons. En voilà un autre. Donc l'écu est resté en attente, et puis le temps passant, parce qu'un certain nombre de ces nobles, finalement, vont continuer à faire du commerce, parce que comme ça va bien marcher, en réalité, ils vont continuer à faire du commerce, et à un moment donné, ils vont perdre leur statut de noble lors de la réformation du domaine royal que j'ai évoqué tout à l'heure sous Louis XIV, car ils ne seront pas à même d'apporter les preuves de l'ancienneté de leur noblesse. Donc aujourd'hui, on a effectivement un certain nombre de représentations de ces écus qui ne sont pas gravés. Voilà, comme celui-ci qui est l'escalier qui provient du 15 Grande Rue et qui est au Victoria and Albert Museum à Londres aujourd'hui. Je vous montrerai d'autres photographies qui, lui aussi, est un écu parfaitement lisse. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est que ces maisons à pont d'allée? À quoi ça ressemble? Eh bien à l'extérieur, il n'y a pas de particularité. Ça ressemble à toutes les maisons en pan de bois qu'on a construites en Bretagne. Donc ici, je vous ai mis le 1 rue Saint-Molène, mais c'est à l'intérieur, évidemment, que les choses sont totalement différentes. Alors ici, on est au 9 Grand Rue, c'est l'un des exemples avec celui de la Rédade qui est le plus complet aujourd'hui, puisqu'on évoquera le 14 Grand Rue un peu plus tard, et ces maisons, en réalité, servaient à quoi? Eh bien, au niveau du rez-de-chaussée, c'était un grand espace qui était ouvert de la rue à la cour et qui permettait évidemment de faire le négoce. C'est là qu'on discutait pour savoir à quel prix on allait vendre l'étoile, où on montrait la qualité de l'étoile, etc. Et c'est également dans cet emplacement où l'on recevait à manger les acheteurs étrangers qui, après, allaient dormir sur place. Or, dans les étages, les chambres sont en réalité des chambres d'hôtel, on pourrait dire ça aujourd'hui. C'est des chambres où les nobles marchands recevaient leurs hôtes et où ils restaient dormir.
Alors ils ont créé cette espèce d'espace de manoir urbain, c'est comme ça que je l'appelle, et le fait de créer cette grande salle de manoir a posé un problème. On ne pouvait pas, à cause de l'étroitesse du parcellaire médiéval de la ville, ce qu'on n'a pas pu gagner, je dirais, en longueur, on l'a gagné en hauteur, pour avoir un grand volume. Et ce grand volume a posé un problème, parce qu'il fallait passer, évidemment, de la partie sur rue à la partie sur cour, et donc, quoi de plus simple que de faire des galeries, d'où le nom galerie en breton, pont d'Alaise, que j'ai donné à ces maisons. Donc c'est en fait le nom de ces galeries qui permettent de passer du devant au derrière. Et chose assez surprenante et qui ne me sont pas apparues évidentes au début quand j'ai commencé à travailler sur ces maisons, c'est qu'en réalité elles sont toutes faites sur le même modèle. Elles sont exactement identiques. La seule chose qui change, c'est la largeur de la façade, mais du point de vue de l'organisation intérieure, elles sont exactement toutes faites suivant le même modèle. Donc ça a donné évidemment une unité à l'ensemble, un vrai corps à cette corporation, et donc les marchands qui allaient voir l'étoile dans une maison ou dans l'autre n'étaient pas dépaysés, c'était exactement la même chose. Voilà, donc la maison de la Reynade, et vous le voyez là aussi, eh bien, de la partie devant à la partie arrière, eh bien, on passe par ces fameuses galeries, et c'est évidemment quelque chose d'assez étonnant. Pourquoi assez étonnant? Eh bien parce qu'il faut quand même se rendre compte qu'on est à l'intérieur de la maison. On a des chambres sur la rue, des chambres sur la cour, et à l'intérieur, on est dans une partie où il n'y a pas d'éclairage. Donc c'est une question évidemment qui pose problème, mais qu'on a longuement débattu, puisque le seul éclairage à l'intérieur de ces pièces, c'est évidemment l'éclairage faible qui vient de la rue et de la cour, et puis également, il ne faut pas l'oublier, la cheminée de manoir qui se trouve au rez-de-chaussée, et dans les étages, probablement, on avait des éclairages avec des bougies qui devaient exister. Mais pas d'éclairage en toiture. On a démonté, quand on a restauré le 9 Grand Rue, la toiture avec Daniel Lefebvre, l'architecte en chef des monuments historiques, on n'a trouvé aucun ouvrage de couverture, même pas de tabatière. On est absolument certain qu'il n'y avait aucun ouvrage à cette époque-là. Alors les éclairages qui existent aujourd'hui dans cette maison, ce sont des éclairages du 19e siècle. Ce sont des châssis, des tabatières en fonte qu'on a rajoutés, puisqu'évidemment, après la Révolution, quand ces maisons ont perdu toute fonction commerciale et on a évidemment voulu utiliser cet espace et que donc on a essayé de trouver un système pour les éclairer, ce qui paraît tout à fait naturel. Mais on est au XVe siècle et au XVIe siècle. À ces époques-là, on n'était pas capable de faire des vitrages en toiture, puisque les seuls vitrages qu'on savait fabriquer, c'était des vitrages plombés, exactement comme ceux que vous avez dans les vitraux. Et vous savez que déjà, les vitraux sont très fragiles, parce qu'ils se déforment, puisque le plomb est un métal malléable et qui manque de rigidité. Alors, j'ai fait quelques reconstitutions de ces maisons pour bien montrer comment elles fonctionnaient. Donc ici, c'est la maison du 9 Grand Rue qui est représentée. Donc on voit bien cette très grande salle au rez-de-chaussée avec ce grand volume, les chambres devant et derrière qui étaient destinées aux acheteurs étrangers. Et donc, je l'ai indiqué dans le livre, on a quelques textes qui nous donnent des éléments du décor qui pouvait exister dans ces chambres. C'était des décors très luxueux. On a retrouvé une tapisserie qui était rue des Nobles, mais il y avait également des décors à partir de cuir, il y avait des coffres, il y avait tout un tas d'éléments qui enjolivaient évidemment ces pièces qui aujourd'hui sont nues, puisque tous ces décors ont été vendus et ont disparu à la Révolution. Mais à l'époque, il faut voir ces pièces, ces chambres extrêmement décorées. Les murs n'étaient pas nus comme on peut les voir aujourd'hui.
Et puis vous avez ici la galerie qui permet de passer du devant au derrière, et notamment pour aller à la colonne de latride, qui est ici. Donc les latrines sont évidemment des éléments de confort et de luxe à cette époque-là, et toutes les maisons nobles, toutes les maisons riches, partout en Bretagne, avaient des colonnes de latrines à l'arrière ou dans d'autres emplacements, et elles ont souvent disparu aujourd'hui. Et puis au rez-de-chaussée, sous la première galerie, on avait un petit espace de cuisine. Alors quand je dis cuisine, c'est sans doute à bien grand mot, on devrait dire kitchenette, puisque à l'intérieur, il n'y avait pas beaucoup d'éléments, mais il y avait quand même un vaisselier qu'on a retrouvé dans toutes les maisons existantes, et puis un évier qui servait à différentes fonctions, puisqu'à cette époque-là, bien, vous le savez, on mangeait avec les doigts. La fourchette a été apportée en France par Catherine de Médicis, qui était florentine, et en Italie, à l'époque, on utilisait des fourchettes à 3 doigts, mais la tradition voulait qu'en France, on mangeait avec les doigts. Et donc, ça permettait quand même de se rincer les doigts avant de manger, et la mémo servait également pour faire la vaisselle après. Et donc, on avait cette petite kitchenette. De l'autre côté, en face, on avait la grande cheminée de Badoire, et on mangeait au milieu. C'était un espace assez convivial et qui devait être, somme toute, assez agréable, puisque à l'époque, on ne manquait pas de bois et que donc on pouvait allumer la cheminée. Alors voilà la cheminée du Neuve Grand Rue, donc la coupe qui est faite dans l'autre sens, et qui vous montre également les cheminées, évidemment, qui se trouvaient dans chacune des chambres. Alors les éléments de confort par rapport à l'époque considérée étaient évidemment des éléments nombreux. Donc les cheminées monumentales, donc qui sont des cheminées de Badoire. Ici c'est un très beau dessin que j'ai trouvé dans une revue anglaise qui date de 1871 et qui vous montre la maison de la Reynade avec sa cheminée. Et à l'époque, vous le voyez, on avait encore un dallage au sol. C'est ce qu'on trouve également dans les sources d'archives. Et chose un peu bizarre, c'est que vous le voyez, la maison à cette époque-là servait de boulangerie. On avait un four qui était dans le fond. C'était évidemment pas dangereux par rapport à la maison, vous l'imaginez bien. Voilà, donc ces très grandes cheminées qui font partie du décor. Ici, celle du 14 Grand Rue qui est toujours en place au rez-de-chaussée. Ce dessin qui vous montre une autre très belle cheminée, malheureusement disparue, qui se trouvait dans une maison qui était sous les Lances, un dessin de 1833, de type Renaissance. Le pont d'Allée est de l'autre côté. Malheureusement, on n'a pas de dessin de la galerie de l'autre côté. Mais vous le voyez, ces cheminées sont vraiment des cheminées de Badoire. Et puis, au niveau du confort, l'autre élément que j'ai évoqué, c'est évidemment ces kitchenettes qui se trouvaient sous la galerie du premier étage. Ici, c'est un dessin qui a été fait en 1845 et qui représente le 15 Grand Rue. Aujourd'hui, il n'y a plus rien au 15 Grand Rue. Mais donc, on voit très bien cette brave dame avec sa cruche pour bien indiquer qu'elle va effectivement à la cuisine puiser de l'eau. Ici, le 14 Grand Rue, évidemment, on aperçoit derrière le vaisselier, le 9 Grand Rue, avec l'emplacement du vaisselier. L'évier a disparu, mais le vaisselier est toujours là. Et puis, le vaisselier et l'évier le plus complet qui nous reste aujourd'hui, ce sont ceux du 14 Grand Rue, donc au niveau du rez-de-chaussée, avec ce très bel arc brisé. Et puis ici, au milieu, l'évier, dont voici un détail. Donc on remplissait les éviers et on mettait ici un bouchon pour empêcher évidemment que l'eau coule. Et quand l'eau était souillée, on enlevait le bouchon pour que l'eau s'écoule et on le récupérait, l'eau souillée, dans un baquet en bois, puisqu'on utilisait beaucoup de baquets en bois. Donc c'est un très très bel évier et qui fait évidemment regretter la disparition de beaucoup d'autres qui existaient dans toutes ces maisons. Mais à ma connaissance, c'est le seul que j'ai trouvé aujourd'hui à Morlaix. Et puis les latrines, derrière,
ici aux 9 Grands Rues, donc un élément de confort important pour les gens de cette époque. Ces latrines du 9 Grands Rues sont exactement dans l'état où, comme quand la maison a été construite. Maçonneries sont en parfait état, et donc voilà, et donc on avait une pierre percée dessus, et puis dans la paroi latérale, on avait un petit jour pour permettre l'aération. Il ne faisait pas chaud, mais ça fonctionnait quand même pas mal. Voilà. Alors après, l'autre question qui se pose, on a vu ces grands volumes, ces éléments de confort, c'est comment faisait-on pour construire ces maisons? Donc c'est une question à laquelle j'ai réfléchi pendant des années, j'ose pas dire des dizaines d'années, mais presque, car évidemment, ce grand vide central, parce que entre le bas et le faîtage, il y a souvent 15 à 16 mètres de haut, c'est énorme, a posé 2 questions. La première, c'est comment faisait-on pour amener le poteau qui se trouve ici, qui est d'un seul tenant. C'est un poteau d'une seule pièce et qui mesure entre 11 et 13 mètres. C'est une question compliquée. Donc j'avais essayé de faire des maquettes pour voir si on pouvait le rentrer en fin ou pas. Je n'avais pas trouvé de solution pendant des années. Et puis la seconde question à laquelle je n'avais pas répondu jusqu'à une date récente, c'est comment faisait-on pour sculpter le poteau du côté du vide? Car on est quand même très haut, et ce qui m'avait surpris, c'est que la qualité de la sculpture côté vide du pont d'allée est exactement la même que du côté de l'escalier. Ce qui voulait dire que le sculpteur, bien évidemment, était dans des conditions de travail optimum. S'il avait été en déséquilibre, il n'aurait pas pu réaliser une qualité de sculpture comme celle-là. Et puis enfin, chose qui ne va pas de soi, c'est que les assemblages entre ce poteau et les garde-corps de l'escalier sont des assemblages absolument parfaits. Il n'y a pas de décalage de quelques centimètres, ils sont absolument parfaits. Alors j'en avais conclu, parce qu'il n'y avait pas d'autre conclusion possible, à mon avis, que le poteau et les assemblages étaient en place avant qu'on commence à sculpter. Il n'y a pas d'autre choix possible. C'était forcément comme ça, mais sans comprendre comment les choses avaient été faites. Alors, en continuant à réfléchir, j'ai finalement trouvé la solution, qui était extrêmement simple, car évidemment, à cette époque-là, on n'utilisait que des solutions, je dirais, extrêmement simples, pour ne pas dire simplistes, économiques, qui coûtaient quasiment rien et qui étaient évidentes. Mais pour nous autres, hommes et femmes du XXIe siècle, ces solutions ne sont pas évidentes. Je dirais même qu'elles sont pratiquement à réinventer. En réalité, on commençait par mettre le poteau, car il n'y a pas d'autre solution. Une fois que la maison est construite, on peut le rentrer, mais on ne peut pas le relever, parce que 11 à 13 mètres, ça fait quand même beaucoup. Et donc, on construisait la maison autour du poteau. Alors, comment on faisait? Eh bien, on commençait simplement par le rez-de-chaussée. Voilà, montait le rez-de-chaussée. Et puis, une fois que le rez-de-chaussée était monté, montaient les parois du premier étage. Et c'est là que les choses commençaient à se compliquer, puisque au-dessus, on commençait à être quand même relativement haut. Et c'est là que je me suis aperçu de quelque chose qui aurait dû me sauter aux yeux et qui était tout à fait évident, c'est que le niveau de plancher du côté rue et le niveau de plancher côté cour sont toujours exactement au même niveau. Alors pour nous, ça paraît évident, mais c'est quelque chose qui ne l'est pas au XVe siècle. Dans beaucoup de manoirs du XVe siècle, si vous allez dans les étages, vous verrez que les chambres de devant et de derrière ne sont pas au même niveau. L'escalier en vis continue à tourner et il y a souvent un décalage de 50-60 cm entre une chambre et l'autre, ce qui est une pratique tout à fait habituelle à cette époque-là. Or, dans toutes les maisons à Pont d'Alès, vous verrez, les deux planchers sont exactement au même niveau. Et c'est pour ça que pour conserver ce même niveau, on a fait des petits escaliers secondaires à côté de l'escalier en vis pour conserver ce même niveau de plancher.
Alors vous allez me dire, pourquoi conserver un même niveau de plancher? Eh bien tout simplement pour mettre l'échafaudage. Voilà. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on mettait simplement des bastins, 3-4 bastins au travers du vide central, et on mettait quelques planches dessus, et donc on travaillait en toute sécurité, puisqu'en fait il n'y avait pas de vide. Les gens travaillaient en pleine sécurité. Et puis quand ils avaient monté l'étage, eh bien, ils tiraient simplement les bastins qui étaient en place et les quelques planches, il y en avait pour un quart d'heure, 20 minutes à le faire, et ils les mettaient à l'étage supplémentaire. Donc ça coûtait quasiment rien en matériaux et en temps, et ça a permis de construire ces maisons en toute sécurité. Voilà, donc vous voyez ici l'échafaudage temporaire qui monte, il était là, on le met là, on construit les planchers de chaque côté, etc., etc., jusqu'à arriver en haut de la maison. Voilà. Et donc vous le voyez, on est arrivé au dernier étage, le plancher temporaire est là, et ici, on a en dessous le vide central. Alors quand on est arrivé là, eh bien, on termine le troisième étage. On met les pads, puis les chevrons, la couverture, et puis on va faire la démarche inverse. Maintenant que l'échafaudage est tout à fait en haut, on va terminer le haut, et puis on va redescendre d'étage en étage jusqu'au rez-de-chaussée. Rien de plus simple. Et donc, qu'est-ce qu'on fait au dernier étage? Eh bien, il y a deux intervenants, les ourdisseurs, c'est-à-dire ceux qui font les torchis, qui arrivent à ce moment-là, et le sculpteur, qui se trouve en réalité en haut, bien, sur un plancher tout à fait normal, donc il peut travailler en toute sécurité. Une fois que les ourdis et qu'il a sculpté, donc y compris dans la partie qui est du côté de la cour, eh bien, on descend le plancher un étage en dessous et on procède exactement de la même façon. Et donc le sculpteur qui se trouve là peut sculpter en toute sécurité. Donc ces Morlésiens ont vraiment été ingénieux, totalement ingénieux, car ils ont trouvé un système qui était gratuit, presque gratuit, qui fonctionnait parfaitement, où les gens pouvaient travailler en toute sécurité et qui ont permis de réaliser des sculptures d'une qualité tout à fait exceptionnelle, inégalée. Aujourd'hui, il n'y a aucune maison en France qui a à l'intérieur des sculptures de la qualité de celles qu'on a à Morlaix. Ça n'existe pas. J'arrive presque à dire en Europe, mais je ne les ai pas toutes vues en Europe, mais en France, j'en ai quand même vu beaucoup. Voilà. Donc ça a permis d'atteindre cette qualité de sculpture qui, on va le voir, est quand même tout à fait extraordinaire. Voilà, donc on finit les torchis, et puis on descend à l'étage en dessous, voilà, et la maison est terminée. Voilà, donc une pratique tout à fait extraordinaire. Alors, je vous ai mis cette photo qui a été prise dans les Vosges, et qui vous montre ce que c'est qu'un quand même un mât qui fait plus de 10 mètres de long, un poteau. Vous avez des poteaux ici qui font à peu près la longueur de ceux qu'on a utilisés pour faire les escaliers à Pont-d'Alès. Il faut quand même imaginer, on est au XVe siècle, amener des arbres comme ça, grande rue, les lever pour les mettre en place, et forcément les aubaner, parce qu'ils ne tiennent pas toutes seules. Chaque poteau pèse à peu près 1 tonne, c'est du chêne massif. C'était quand même un travail pas facile à réaliser. Et donc, vous imaginez bien, par rapport à ce que j'ai dit, que si on avait construit la maison avant, jamais on aurait pu mettre en place ces poteaux à l'intérieur de la cour. Donc voilà, en fait, les Morlésiens ont été très, très inventifs, je dirais, dans le modèle de construction qu'ils ont fait, mais également dans la technicité qu'ils ont mis en œuvre, et je crois que ça mérite d'être souligné, parce qu'on parle toujours des commanditaires, on ne parle jamais de ceux qui ont travaillé, mais ces artisans, car c'était des artisans qui étaient, dans la plupart des cas, illettrés, c'est ce qu'on voit au travers des textes quand on les lit, ont quand même fait preuve d'une inventivité et d'une technicité que je considère comme tout à fait extraordinaire.
cette architecture, au fur et à mesure, surtout qu'on est avancé dans le temps, a été une architecture de qualité au point de vue sculptural parce que les commanditaires se sont enrichis. Et donc à partir du moment où on a de l'argent, qu'on s'est enrichi, on a voulu évidemment faire des maisons très ostentatoires pour attirer le client, on va dire ça comme ça. Et que donc ici, c'est le carrefour du pavé. Malheureusement, tout a été détruit, mais cette gravure de Rouargue vous montre qu'il y avait des sculptures absolument partout sur cette maison. C'est malheureusement, tout cela a été détruit, c'est quand même bien dommage. Et quand on regarde la qualité de ces sculptures, là aussi, c'était quand même des sculpteurs d'une très grande qualité. Ici, on est au 9 Grand Rue, donc c'est l'archange Gabriel. Regardez la qualité des drapés, la qualité du dais, de l'aile, avec ses écailles, ses petites ailes, c'est quand même tout à fait remarquable. De l'autre côté, la Vierge de l'Annonciation, là aussi, une qualité de sculpture qui est tout à fait remarquable. Chacune de ces statues est une œuvre d'art à part entière. Je crois qu'on peut le dire. Alors ici, je vous ai mis Saint-Nicolas, avec les enfants dans le baquet. Voilà. Ici, vous la connaissez, c'est la grotesque qui est sur la maison de la duchesse Sade et qui tire la langue aux passants, donc un motif assez récurrent, ce type de grotesque qu'on trouve un peu partout en France. Voilà. Ici, Saint-Jean-Baptiste, 10 Grand Rue. Ici, à l'intérieur des maisons, également, un certain nombre de sculptures. Donc, il en existe beaucoup, j'en ai choisi quelques-unes. Saint-Pierre de Vérone, peut-être, puisque l'identification n'est pas certaine, qui se trouvait au 14 Grand Rue. Voilà. Ici, Saint-Jean de Patmos, qui se trouve au 9 Grand Rue. Vous voyez, il y a une variété de motifs qui montrent qu'effectivement, les ateliers de sculpture qui étaient sur place étaient des ateliers qui étaient très, très au courant de ce qui se faisait. Et peut-être parmi les choses qui peuvent surprendre, je n'ai pas mis de photo, mais c'est que la sainte la plus représentée à Morlaix, c'est Sainte-Barbe. Alors pourquoi Sainte-Barbe? Il y a plusieurs hypothèses. C'est vrai que l'hypothèse qui vient en premier, c'est parce que c'est la sainte qui protège des incendies, mais il y a peut-être d'autres explications. Moi, je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là. Je laisse aux spécialistes le choix de trancher ces questions-là. Alors ici, une très belle représentation qui est le poteau de couronnement qui se trouvait au 15 Grand Rue et qui aujourd'hui est à Londres. Donc les Anglais l'ont identifié comme une figure du Christ. Ce n'est pas le Christ qui est représenté, c'est Saint Jean-Baptiste. Le Christ n'est jamais représenté, ni à Morlaix, ni ailleurs. Voilà, donc c'est Saint Jean-Baptiste. On voit qu'il manque l'agneau qui est là, mais c'est Saint Jean-Baptiste qui est là. Voilà, et puis je vous montre ces sculptures que vous connaissez sans doute moins, parce que ce sont celles qui sont sur l'escalier qui est à Londres, avec un saint qui est peu représenté, et qui montre évidemment l'étendue du répertoire des sculpteurs morlaisiens, Saint-Clément. Et je vous fais admirer quand même la qualité des sculptures, et ce que je vous disais tout à l'heure se vérifie ici. On est dans le vide du Pont d'Allée. Regardez la qualité de sculpture qu'on a du côté du vide, et regardez également les assemblages avec la sculpture. Il n'y a pas un demi-centimètre d'écartement, tout est absolument parfait. Ça n'aurait pas été possible si on n'avait pas assemblé ça avant de sculpter. Techniquement, ce n'était pas possible. On est quand même à une époque très reculée. Alors voilà, toujours ce poteau-là, magnifique, très très bon état, qui représente un évêque qui n'est pas identifié. Voilà, et puis j'ai mis quelques autres représentations. Un d'Angoulan qui est au musée 9 Grand Rue. Ce petit personnage que j'aime beaucoup, qui est au premier étage de la maison de la Reine Anne, qui montre cette alternance, mais qui est habituelle à l'époque médiévale, entre les sujets profanes et les sujets religieux. Cette juxtaposition ne posait pas de problème à cette époque-là. On peut avoir des sujets profanes, même parfois pires, j'allais dire, à côté de ça. C'était une habitude qui ne posait pas de difficulté à cette époque-là. Et puis, quelques détails abstraits, là aussi.
comme ces losanges quadrilobés et perlés au milieu, qui sont des très beaux éléments qui font partie du répertoire gothique. Et là aussi, vous voyez la qualité de la sculpture. Hein, je crois que tout cela parle d'elle-même. Et puis voilà, ce remplage à réseau, là aussi, qui est représenté, qui montre évidemment une qualité tout à fait remarquable. Alors, on l'a dit, ces maisons à Pont d'Alais n'existent qu'à Morlaix, ou presque. Car, au fur et à mesure, depuis les années 90, on a trouvé 3 exceptions. Alors, la première est celle-ci, c'est une maison qu'on a découverte en 1993 à Landerneau. Alors, c'est une maison un peu particulière, qui est tardive, dont la façade n'est pas en bois, mais est en pierre, mais qui possède à l'intérieur un petit escalier à Pont d'Alais. Alors, ce cas m'a intéressé, évidemment, et je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on avait été faire une maison à Landerneau. Dans un premier temps, je n'ai pas trouvé de réponse, j'ai trouvé ça assez étonnant, et puis on a découvert un second escalier à Tréguier, qui est celui-ci qui se trouve dans la maison dite Saint-Pierre, et qui a été restauré à partir de 2005. Alors cet escalier, je le connaissais depuis longtemps. Je le connaissais depuis les années 1990. Je l'avais vu avant restauration, mais j'ignorais à l'époque si c'était un escalier qui avait été déplacé, s'il ne provenait pas d'une maison morlaisienne et qu'on l'aurait remonté à Tréguier. Alors, la rénovation et le classement de la maison a montré qu'en fait, il avait toujours été là. Et que donc, ça m'a interpellé. Et pour cette maison, parce que j'avais une indication, j'ai fait des recherches pour savoir qui avait pu construire cette maison. Et en réalité, j'ai quasiment trouvé le propriétaire. J'en suis presque sûr. Et évidemment, c'est un Morlaisien. C'est quelqu'un qui s'appelait Jean Le Bihan, donc de la famille Le Bihan, qui était très importante dans le commerce d'étoiles à la fin du XVe siècle, et qui a épousé une Trégoroise, qui est bien connue, et il y a à peu près 95% de chances que c'est effectivement que cette maison a été construite par ce personnage. Alors évidemment, de fil en aiguille, les choses m'ont paru évidentes. En réalité, les quelques exemples extérieurs qu'on a trouvés à Morlaix, ou qu'on peut encore trouver en dehors de Morlaix, ont été faits par des Morlaisiens, ce qui ne change rien au propos de dire que ce modèle est exclusivement morlaisien. Et puis, en fin d'année dernière, on a trouvé une 3e maison à Pont d'Alais, à l'extérieur de Morlaix, tellement à l'extérieur qu'elle est à Exeter, ou qu'elle était à Exeter, parce qu'aujourd'hui, elle a été détruite. Donc cette maison est connue par une dizaine de gravures qui ont été faites au milieu du XIXe siècle avant destruction. Alors vous le voyez, elle n'est pas complète, et dans un texte de l'architecte qui a fait les relevés, il a dit clairement qu'il a vu qu'il y avait un étage supplémentaire qui était prévu, mais qui n'a pas été réalisé. Mais pour le reste, vous le voyez, c'est vraiment une maison à Pont d'Alès qui a été faite à Exeter. Alors pourquoi à Exeter ? Tout simplement parce qu'Exeter est juste en face de Morlaix et que les Morlaisiens commerçaient avec. Alors j'ai fait quelques recherches là aussi pour essayer de voir si je pouvais trouver le nom d'un marchand morlaisien qui aurait pu se trouver à Exeter à ce moment-là. J'en ai trouvé 3. Donc je n'en sais pas plus, mais il y avait 3 Morlaisiens qui étaient très actifs à la fin du XVe siècle à Exeter, et vraisemblablement que l'un d'entre eux, ou peut-être les 3, ont eu l'idée de créer un comptoir secondaire en Angleterre, parce que quand on regarde les courbes de vente de toiles à Exeter, c'est à cette époque-là qu'elles explosent, pour dire. Et après, à partir du début du XVIe siècle, elles redescendent. Donc on peut penser qu'effectivement, ces Morlaisiens, ou ce Morlaisien, a voulu construire un comptoir à Exeter, et puis la vente d'étoiles descendant à partir des années 1510, il a abandonné son projet. Et c'est vrai qu'après 1510, vous le savez peut-être, il va y avoir quand même un certain nombre de difficultés avec l'Angleterre à cette époque-là, et on va observer une chute de la vente d'étoiles, et que donc vraisemblablement que le projet a été abandonné. Donc voilà. Mais malgré ces constructions
à l'extérieur de Morlaix, le modèle à Pont d'Alès est un modèle qui reste exclusivement morlaisien. Voilà. Alors après, on va aborder la dernière partie, peut-être de cette conférence, pour parler du devenir de ce patrimoine. Je l'ai dit en commençant, jusqu'au milieu du XIXe siècle, on peut dire que la ville close était restée quasiment intacte. À partir de Napoléon III, on va entreprendre des grands travaux dits de modernisation à l'époque pour élargir les rues et on va démolir de façon systématique des quartiers entiers de maisons qui vont disparaître. Place des Allende aujourd'hui, le pavé que je vous ai montré, etc. etc. Voilà, donc je voulais montrer cette gravure également qui vous montre Saint-Mathieu dans le fond, la rue basse ici, la rue haute ici, et vous le voyez qu'à cette époque-là, ce quartier était un quartier entièrement en pan de bois. On est extramuros, toutes les constructions sont en bois, il y a une maison qui est là, qui est datée de 1624 de mémoire, et la date est dessus, etc. Donc à cette époque-là, la ville était encore complète. Et puis on va la démolir, malheureusement, de façon un peu systématique. Pour autant, les choses pour le patrimoine morlaisien à Pont d'Alès avaient plutôt bien commencé. Pourquoi plutôt bien commencé par rapport à d'autres villes ? Bien, tout simplement parce que Morlaix peut s'enorgueillir d'avoir eu la première maison en pan de bois classée en Bretagne. La maison de la Rédade a été classée en 1883 et il n'y en a eu que 2 en Bretagne avant 1900. La seconde a été la maison des ducs de Bretagne, dite des ducs de Bretagne, qui se trouve à Saint-Brieuc. Et c'est tout. En Bretagne, avant 1900, on n'a classé que 2 maisons. Rennes n'en avait aucune. Il faudra attendre encore une vingtaine d'années pour qu'on classe la maison dite de Duc-Éclin à Rennes. Mais la première maison classée en Bretagne, la maison à pan de bois, ça a été celle-là. Donc les choses avaient plutôt bien commencé, j'allais dire, mais malheureusement, cette embellie va être de courte durée. Car dès le début du XXe siècle, un certain nombre de propriétaires, parce que ce patrimoine ne les intéressait pas, et c'est vrai que c'était un peu dans l'esprit du temps, vont vendre plusieurs escaliers qui sont des joyaux de cette architecture à Pont d'Alès. Alors, le premier qui va disparaître, c'est celui du Casse-Grand-Rue. Cet escalier va être démonté en 1909 et il va être vendu à un collectionneur d'art anglais qui va l'emmener en Angleterre et qui va le céder au Waltret and Albert Museum à Londres, où il est toujours. Il est ici remonté. Je vous ai montré plusieurs détails de cet escalier et c'est une des pièces majeures, je dirais, de ce musée. Et puis cette décennie des années du début de siècle, les 2 premières décennies, vont être vraiment assez catastrophiques, on peut le dire, pour ce patrimoine. Juste après, eh bien, au 14 Grand Rue, le propriétaire, M. Poulica, qui possédait ce très bel escalier au 14 Grand Rue, lui ne va pas le vendre. Il va le démonter pour l'emmener à Dinard, où il a ouvert un magasin qui vend des objets bretons aux Anglais, et dont c'est la seule représentation. Vous avez sur ce document eh bien, l'escalier du 14 Grand Rue qui est ici remonté. Malheureusement pour M. Poulica, les affaires ne vont pas être très florissantes, et quelques années après, en 1920, il va redémonter cet escalier et il va le vendre à un antiquaire américain qui va l'emmener aux États-Unis en 1920. Et le musée Saint-Louis du Missouri l'achètera en 1927, où il est toujours aujourd'hui. Il l'avait exposé pendant un certain temps. Voilà la photo que j'avais obtenue du musée en 1993. Mais aujourd'hui, il est démonté et il se trouve dans les réserves du musée. Donc, vous voyez 2 très beaux escaliers qui étaient absolument complets, avec toutes leurs sculptures et tout, qui sont partis à l'étranger.
Malheureusement, les Morlésiens n'ont pas pris conscience de la valeur patrimoniale de ces maisons à Pont-d'Alès à cette époque-là. Et les démolitions vont continuer. Ici, vous avez par exemple un escalier à Pont-d'Alès dont cette gouache se trouve au musée des Jacobins, qui vous montre l'escalier qui se trouvait au 24 Place Allende, c'est-à-dire Place des Halles, et qui a été démoli en 1927. Voilà. Donc il était absolument en très bon état, d'après ce qu'on voit sur ce document, et il a été démoli simplement pour s'en débarrasser. On ne peut pas dire autre chose. Et puis rue Saint-Molène, évidemment, là aussi, dans cette maison qui se trouvait au numéro 10, il y avait également un très bel escalier. Et pour celui-ci, on a des descriptions qui ont été faites au cours du XIXe siècle par des gens qui appartenaient aux sociétés savantes et qui indiquent que cet escalier était tout à fait extraordinaire et qu'il fallait le protéger. Malheureusement, là aussi, on l'a détruit. Et on ne sait même pas où sont passées les parties les plus intéressantes de cet escalier. On avait ici une remarquable cheminée, là aussi de type Renaissance, et ici un très beau poteau sculpté avec des feuilles de vigne dessus. Tout ça, à mon avis, est définitivement perdu. En tout cas, je n'en ai pas retrouvé la trace. Donc c'est vrai que ce début du XXe siècle a été très catastrophique pour ce patrimoine. Et il faut attendre assez tardivement, en réalité les années 70, pour que l'on prenne conscience globalement de l'intérêt patrimonial de l'architecture en pan de bois en général et à Morlaix de ces maisons à Pont-d'Alès. Alors, je vous ai mis ici ces documents premiers jours de 1967 qui vont être lancés par la Société philatélique de Morlaix et qui, pour la première fois, remettent en valeur, évidemment, ce patrimoine. Mais il faudra attendre encore des années pour qu'on passe de ce stade de prise de conscience de la valeur patrimoniale de ce patrimoine à la rénovation de ce patrimoine. Et vous le savez, la première maison qui va être restaurée après la Rénade sera celle que va acquérir la ville de Morlaix pour faire le musée à Pont-d'Alès. Et ce que ne savent probablement pas beaucoup de Morlaisiens, c'est que l'escalier de cette maison a failli être vendu et partir aux États-Unis. Il y avait un acquéreur qui était américain, et là aussi, ce sont les sociétés savantes qui ont écrit au sous-préfet de l'époque, et le sous-préfet est intervenu pour qu'on empêche le démontage de l'escalier. Mais si ces sociétés savantes n'étaient pas intervenues, l'escalier de Grand-Rue serait également parti aux États-Unis. Voilà. Alors, 93-97, cette rénovation exemplaire qui a permis évidemment de donner un coup d'arrêt définitif au départ de ce patrimoine, avec la rénovation que vous connaissez, la reconstruction de cette cheminée qui n'existait pas, qui est une copie de celle qui se trouve au 14 Grand-Rue et qui a permis évidemment de redonner toute l'ampleur de la salle manuriale à cette maison. Voilà. Et puis les sculptures qui avaient disparu, qui ont été remplacées par des sculptures sans visage, volontairement, pour qu'il n'y ait pas de confusion entre les sculptures anciennes et les sculptures nouvelles, et qui représentent des anges musiciens. Et puis l'autre rénovation exemplaire, après, évidemment, la maison de monsieur et madame Fallieu, 14, juste en face, donc qui a duré de 2008 à 2012, et qui est quand même l'un des excellents exemples qui existent dans cette grande rue. Et puis après, juste à côté, ou presque, au 10, la rénovation de cette maison, avec également quelque chose qui ne fait pas l'objet de ma conférence, mais qui, à mon avis, est très important pour le patrimoine morlaisien, c'est ces vitrines qui sont apposées sur un certain nombre de maisons morlaisiennes qui caractérisent le XVIIe siècle. Et Morlaix possède l'un des plus beaux patrimoines de ce type d'habitat, avec
Saint-Malo, malheureusement très détruit en 1944, et puis Dinan. Ce sont les 3 grandes villes où on trouve ce type de patrimoine, et qui est évidemment à préserver et à rénover sans aucun doute. Et puis je voudrais terminer en vous montrant 2 statues ou 3 images que les Morlésiens ne connaissent pas. Alors, par exemple, je vous ai mis ce personnage qui représente Saint-Vincent et qui est dans un escalier à pont d'allée dont il reste le rez-de-chaussée et la moitié de l'étage aujourd'hui. Et qui n'est pas connu, c'est dans une propriété privée évidemment, mais qui mériterait évidemment d'être protégé. Et donc, le secteur sauvegardé qui normalement doit se mettre en place doit protéger ce type de patrimoine. Alors, je vais vous dire où c'est. Il se trouve 22 Grande Rue. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. Donc il y a tout le bas de l'escalier et la moitié de l'escalier qui est encore en place. Donc il ne faudrait pas évidemment que ce patrimoine soit démonté, puisqu'aujourd'hui il n'est protégé à aucun titre, et il pourrait également disparaître de la ville, ce qui serait quand même bien dommageable. Et puis cette autre sculpture, dont les Morlésiens passent devant très régulièrement, puisqu'elle ne se trouve pas à l'intérieur d'une maison, mais à l'extérieur. Qui sait où c'est? Vonnet-Lausson. Vonnet-Lausson. C'est indiqué en haut. Ah ben c'est parce que c'est écrit en haut. C'est Vonnet-Lausson. Donc sur le restaurant qui est à gauche en montant Vonnet-Lausson, on a 2 sculptures qui proviennent d'un escalier, soit de la maison qui faisait l'angle au-dessus et qui a brûlé en 1943 ou 1944. Et ces sculptures sont à tout vent. Il faudrait les déposer, à mon avis, de cette façade et les protéger, car ce sont des très belles sculptures de la fin du XVIe siècle qui montrent un motif qui a connu beaucoup de succès à la fin du XVIe siècle, avec la découverte du Nouveau Monde. Et vous le voyez, elles représentent un Inca. Donc elles sont en très bon état aujourd'hui. Il y en a d'autres morceaux qui sont encore sur la façade. Et à mon avis, vous le voyez, là aussi, c'est des éléments qui mériteraient d'être protégés, puisqu'ils font véritablement partie du patrimoine morlésien. Alors voilà, donc vous retrouverez tout ce que je viens de dire et beaucoup d'autres éléments dans le livre, si vous êtes intéressé par ce très beau sujet sur les maisons à Pont-d'Alès. Voilà. Alors bien évidemment, s'il y a des questions, je répondrai bien volontiers à ces questions. Pourquoi les écus qui se trouvaient sur les mâts n'étaient pas du tout sculptés? Parce que les propriétaires n'avaient pas le droit de les sculpter parce que leur noblesse était suspendue. D'accord. Ils faisaient du commerce et donc, comme ils ont continué à faire du commerce souvent pendant plus d'un siècle, en réalité, lors de la réformation du domaine, comme je l'ai dit, ils ont été déboutés. On leur a retiré leur titre de noblesse et que donc les écus sont restés. Mais il y en a quelques-uns qui ont été sculptés, notamment dans la maison de M. Falliou, 14, où on a un écu qui a été identifié comme étant celui de la famille Lédoret. Et puis il y en a d'autres, paraît-il, mais je ne l'ai pas vu, puisque il est dans le Missouri, et je n'ai pas vu dans les réserves. Mais M. Falliou m'amènera des photos. On essaiera de l'identifier. Voilà. Oui. Pourquoi est-ce que les poteaux n'auraient pas été sculptés en atelier avant d'être levés? Alors, c'est une hypothèse à laquelle j'ai pensé. Si on les avait sculptés avant de les mettre en place, quand on les aurait levés et attachés, on les aurait forcément abîmés. Il fallait les aubader, il ne pouvait pas tenir tout seul. Puis les lever, c'était quand même compliqué à cette époque-là. Et puis, si on les avait sculptés avant, eh bien, au niveau des assemblages, ça ne serait jamais tombé impeccable comme ça. Il n'y a aucune disproportion. C'est impossible. Sur une hauteur comme ça, que les garde-corps viennent s'insérer de façon aussi parfaite. Ça c'est pas possible. Je pourrais vous donner un exemple qui va dans mon sens. Quand vous irez voir la façade de la maison de la Rédade, eh bien, vous regardez le rez-de-chaussée, vous verrez que la sablière basse de cette maison est ratée. Vous verrez que la sablière est décalée par rapport au poteau en pierre qui est en dessous de 20 cm. Ils l'ont mal taillée, mais ils ne l'ont pas refaite parce que ça coûtait trop cher. Donc vous verrez qu'elle est complètement sur le côté gauche. Ça saute aux yeux. Mais c'est obligé. C'est obligé. Il
vous rendez compte un peu la complexité des assemblages qu'il y avait à faire par rapport à ça. Ça n'aurait jamais pu tomber, alors que là, vous voyez, les assemblages, ils sont comme neufs aujourd'hui. Vous regardez l'escalier, vous avez l'impression qu'on vient de le faire, tout est impeccable, que rien à travailler. C'est impossible. C'est impossible à réaliser. Donc, ils étaient sculptés après. Il n'y a pas d'autre solution. Et puis, j'ai un autre exemple à vous donner, qui est celui de Tréguier. Donc, cette maison que j'ai étudiée en détail, à Tréguier, on a commencé, comme dans toutes les maisons, par sculpter le 3e étage. Et si un jour vous y allez, vous verrez, puisqu'elle est ouverte au public, bien vous verrez que les sculptures du 3e étage sont de mauvaise facture. Et très vraisemblablement, le commanditaire a trouvé que l'exécution, parce que c'est sans doute un charpentier qui l'a faite et pas un sculpteur, était de mauvaise qualité, il l'a renvoyée. Et on a une autre main, une autre facture qui se voit très bien à l'étage en dessous. Et là aussi, c'est pas extraordinaire. Et vraisemblablement, il a été renvoyé aussi. Et au rez-de-chaussée, par contre, il a trouvé un 3e sculpteur qui était excellent, qui a fait le Saint-Pierre, qui est de très très belle facture, qui est vraiment digne de ce qu'on a dans les autres maisons à Pont-d'Alès. Et que donc, ça montre bien que si on avait fait son atelier, on aurait eu la même facture du haut en bas. Et là, vous verrez bien, il y a trois ateliers qui ont travaillé, ou en tout cas 3 personnes différentes, ça ne fait aucun doute. Oui. C'est peut-être le même sculpteur, s'améliore. Je vois qu'il y a quelqu'un qui est optimiste sur l'être humain. C'est très bien, monsieur. Oui, madame. Allez-y. Lorsqu'ils ont vendu ces fameux décors à Pont-d'Alès, ils ont été obligés de les démonter, c'est-à-dire qu'ils les ont sciés. Alors, ils les ont démontés en partie, ils en ont scié certains morceaux. Vous avez été obligés de les scier, puisqu'ils étaient... C'est tout chevillé, donc ils les ont démontés, mais ils les ont coupés, oui. Mais monsieur Fallu pourra peut-être... Le mât a été coupé en 3 fois, en 3 tronçons, et certains tronçons ont été découpés par leur qualité de sculpture, ils ne sont plus aux États-Unis, et ont été dispersés avant, sans doute entre l'église de Dinan et le musée, puisque le mât est descendu de 40 cm. Voilà. Oui, parce que c'était compliqué à les mettre en place, c'était compliqué à les enlever aussi. Donc le même problème existait, quoi. Et pour aller dans votre sens, les assemblages que j'ai vus aux États-Unis sont très abîmés, parce que les emboîtements ont été forcés quand ils ont été démontés, ce qui prouve le fait que l'assemblage a été fait millimétré à la construction pendant le montage de la tour échafaudage, parce que la tour centrale c'est une véritable grue qui monte le bâtiment en même temps, et c'est irrattrapable. Mais il n'y avait pas d'autre solution. C'est vrai qu'il n'y avait pas d'autre solution de faire, quoi. Mais bon, aujourd'hui ça me paraît évident, mais ça me paraissait pas du tout évident là, au départ, quoi. Alors je crois qu'il y avait une question devant. Bon, pas dedans. Est-ce qu'on a une origine des arbres qui ont servi pour les trous? Alors, toutes ces constructions sont entièrement en chêne, et vraisemblablement, on ne sait pas de quelle forêt ils proviennent, mais comme partout en France, c'est des forêts de proximité. C'est-à-dire que l'habitude, c'est moins de 20 km du lieu où on travaille, parce qu'après, c'est trop compliqué. Vous avez vu, pour amener à des poteaux de cette longueur-là, avec des bœufs, les chemins étaient en très mauvais état. De toute façon, on ne pouvait pas les amener en plein hiver. Il fallait les amener avant décembre et après février, parce qu'autrement, on s'embourbait complètement, quoi. Et puis, ça coûtait trop cher, puisque là, sur les prix des matériaux, on a quand même beaucoup d'éléments. Entre le moment où le matériau, que ce soit de la pierre ou du bois, part de la carrière ou de la forêt et arrive sur place, son prix a doublé. Et parfois, c'est pire, parfois triplé. Parce que le bœuf, il ne marche pas vite. Quand il est là, il marche à 2 km à l'heure. C'est tout. Donc faire 20 km, vous voyez déjà le nombre d'heures qu'il faut pour l'amener, et c'est compliqué. Et puis après, il faut qu'il retourne. Donc au-delà de 20 km, on ne faisait venir que des produits de luxe, et à ce moment-là, c'était des commanditaires très, très, très fortunés, quoi. Mais l'habitude, c'est à peu près un rayon de 20 km autour de la construction. Les gens qui construisaient ces maisons étaient des gens de conditions extrêmement modestes. Dans ce qu'on appelait les commanditaires passaient des marchés, en réalité chez le notaire à cette époque-là, c'est ce qu'on appelle les prix faits. Donc on définissait ce qui allait être fait, combien ça coûtait, comment les personnes seront payées. Et très souvent,
les artisans qui venaient étaient illettrés. Hein, et ils ne savaient ni lire ni écrire, et ils venaient souvent avec le curé de leur paroisse qui signait pour eux, hein, et qui s'engageait sur leur bonne morale, leur bon savoir-faire, etc. Mais voilà, c'est des gens extrêmement modestes, tellement modestes qu'on définissait dans un certain nombre de contrats le fait de savoir s'ils dormaient sur place et qui allait payer la nourriture, pour eux et pour leurs apprentis. Et dans un certain nombre de préfets, on parle même de savoir qui va récupérer les détritus du bois, c'est-à-dire les copeaux, les bois pas utilisés, etc. Et souvent, ils sont partagés entre plusieurs personnes, entre le charpentier, le couvreur et parfois le maçon, puisqu'ils s'en servaient pour alimenter les cheminées, quoi. Donc c'était des gens très très pauvres, hein, et qui ont fait des choses absolument incroyables. Mais c'est pour ça qu'on ne citait pas leurs noms, parce qu'à cette époque-là, ces noms-là n'avaient aucune importance. Les seuls noms qui étaient importants, c'était ceux des commanditaires, hein, ceux des nobles. Hein. Voilà. Est-ce qu'on a une idée du prix que ça pouvait coûter? Est-ce qu'on a retrouvé justement des... Non, on n'a pas retrouvé de prix. Bon. C'était... Alors, ça coûtait certainement très très cher par rapport aux gens. Mais tous les gens qui construisaient étaient des gens riches. Il n'y avait pas de gens pauvres dans toutes les villes. Il n'y avait pas de gens pauvres. Quand je regarde une ville comme Rennes, à la fin du XVe siècle, on considère, pour dire les choses simplement, qu'il y avait 3 catégories de personnes qui habitaient la ville. Il y avait 30% de gens riches, c'est-à-dire, quand je dis riches, c'était nobles et clergés, hein, qui vont ensemble. 30% de bourgeois et de notables, c'est-à-dire des gens qui ont des fonctions ducales, qui ont des petits postes dans l'administration, et puis 30% de gens qui n'ont rien, qui dorment à même le sol dans la ville ou dans les cours, etc., quoi. Donc trois parties extrêmement différentes d'un point de vue social, quoi. Donc voilà. Ici, à Morlaix, parce que on le voit jusqu'à la Révolution, il n'y avait que des riches. Il y a pratiquement toutes les maisons que je vous ai montrées, les nobles les ont conservées pratiquement jusqu'à la Révolution. Si un jour vous avez l'occasion de regarder les saisies révolutionnaires, c'est assez intéressant, hein, parce que on retrouve tous les noms, une bonne partie des noms du XVe siècle, XVIe siècle réapparaissent jusqu'à la Révolution. Et dans beaucoup de sources, j'ai trouvé que ces nobles-là, qui étaient de familles illustres, ont conservé leurs biens, même après que ces biens-là n'avaient plus leur utilité. Vous trouverez dans le bouquin, je cite tous les propriétaires de la Grande Rue à la fin du XVIIe siècle. Eh bien, vous verrez sur toutes les maisons de la Grande Rue, il n'y en a qu'une qui n'appartient pas à un noble. Et encore, il était peut-être noble, mais ce n'est pas marqué dans le texte. Tous. Et c'est les mêmes qu'on trouvait un siècle plus tôt dans le commerce international. Rien n'a changé. La seule différence, c'est qu'ils ne les habitent pas toujours. Un certain nombre, ils les louent. Mais un certain nombre les habitent encore, même au XVIIe siècle. Car ces maisons-là ont gardé une image, elles avaient une aura, même jusqu'à la Révolution. Et c'est après la Révolution, évidemment, parce que les maisons vont être vendues, dispersées, vont être transformées, etc. Mais jusqu'à la Révolution, les nobles autour de Morlaix, les propriétaires, considéraient que c'était un patrimoine de valeur. Ce n'était pas un patrimoine qui avait perdu toute sa valeur, même après la disparition de ce grand commerce international. Merci beaucoup.